Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue Equi-Coach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois de novembre qui commence à être franchement frais quand même. Ouh, moi qui suis un peu frileuse, je commence à me courir de bons pulls en laine, de grosses écharpes. J'espère que vous ça va, que vous supportez les températures qui diminuent comme ça. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 39e épisode du podcast Prends les rênes. Je voulais commencer cet épisode en vous remerciant. Merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité et vos retours. Je suis vraiment touchée par vos retours, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je répète beaucoup vraiment là, non. Non mais je me lasse pas en fait de faire ce podcast, en tout cas, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais en plus quand je vous lis, quand j'échange avec vous, ça me motive encore davantage. Alors merci. Et maintenant, si vous voulez bien, continuons notre série sur la prise de décision. Lors de l'épisode 37, on a exploré ce qu'est la prise de décision afin de mieux la connaître, de mieux la comprendre. Et en fait, c'est le principe même de mon approche pour aider à développer le leadership, votre leadership, c'est justement connaître, comprendre, quoi donc ? Mieux se connaître soi, mieux se comprendre soi, son fonctionnement, ses mécanismes, et tout ça pour reprendre les rênes. Dans l'épisode 38 du podcast, on a davantage approfondi la première étape du process de la prise de décision qui est ce qu'on appelle la réception, qui consiste à la prise de l'information, des informations, et des informations autant intérieures qu'extérieures. Dans chaque épisode du podcast, comme toujours, on décortique, on cherche à comprendre, mais aussi on cherche à avancer, à évoluer grâce à des tips, des actions à tester. Alors, je vous invite à aller découvrir les épisodes précédents pour approfondir justement ces sujets en lien avec la prise de décision, si tout ça, ça vous appelle, si ça vous interroge. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation, si vous êtes pile sur cet épisode-là et que vous n'avez pas écouté les autres, il n'y a pas d'obligation, vous arriverez de toute façon à suivre sans problème l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième étape du process de la prise de décision qui s'appelle l'évaluation. Oui, mais évaluer quoi ? Évaluer les différentes solutions qui se présentent à nous. Et oui, il y a rarement une seule et unique manière de faire, un seul et unique choix. Bien évidemment, sinon, le défi de la prise de décision n'existerait même pas. Mais pour pouvoir évaluer, faut-il encore lister les solutions possibles. Et pour pouvoir lister les différentes options possibles, faut-il encore analyser la situation. Et bien sûr, on va analyser ça grâce aux informations collectées avant. D'où l'intérêt de savoir collecter toutes ces informations-là et de voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se joue en nous quand on a ces informations, quand on collecte ces informations. Donc on rentre ici dans une phase cruciale et que généralement tout le monde connaît. Mais est-ce que vous la connaissez réellement ? Voyons cela, allons explorer ensemble cette analyse dans la prise de décision. Donc déjà, si on parle d'analyse, c'est qu'on n'est pas dans l'action à proprement parler. Parfois, on peut être un petit peu en mode problème-solution, action-réaction, et hop là, c'est là que la décision à l'emporte-pièce peut arriver. Donc il y a déjà une compétence clé à avoir en tête quand on arrive ici, c'est toutes ces compétences, comme je l'ai dit déjà, ça s'évalue, ça s'analyse dans un diagnostic que j'ai à ma disposition et que j'aime vous faire réaliser parce que je le trouve extrêmement pointu. C'est le diagnostic EQI, un diagnostic donc que j'utilise dans les bilans, les accompagnements leadership, et qui permet d'obtenir une cartographie extrêmement précise de l'ensemble des compétences clés du leadership, donc en lien avec votre intelligence émotionnelle, relationnelle et situationnelle. Je
l'adore. Je l'ai fait il y a 2-3 ans à peu près, et franchement, je me tâte à le refaire et me faire mon auto-débriefing dans un épisode de podcast. Voilà, ça m'a traversé l'esprit. Et voilà, je me laisse le temps de réfléchir, mais franchement, je me tâte de le faire, et si jamais ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire, vous me mettez un petit message, et voilà, comme ça, je pense que je vais me lancer là-dedans un moment ou un autre, on verra quand. Alors, revenons donc à la conséquence, n'importe quoi, à la compétence que j'étais en train d'évoquer, cette action-réaction. J'ai essayé de dépasser ce stade-là, et il s'agit de ce qu'on appelle le contrôle des impulsions. Et oui, cette capacité à retarder dans le temps une impulsion, une tentation d'agir. C'est le fameux agir versus réagir, réfléchir avant d'agir, faire preuve de retenue. Ça fait complètement partie de la gestion des émotions. Certains clients me disent « ouais, enfin bon, c'est plus fort que moi ». Alors, hors contexte de survie où le système émotionnel prendra la main un peu en mode réflexe, c'est ces moments où on se dit « mais j'ai même pas compris, j'ai pas eu conscience que j'ai fait ça, d'où c'est venu ». Donc là, c'est le système qui va prendre en fait le côté réflexe et qui va nous mettre en sécurité. Mais sinon, en dehors d'un contexte de survie, en fait, il n'y a que la connaissance et la compréhension de vous-même qui va vous permettre de devenir maître de vous-même et de réguler vos impulsions. Moi, je vous conseille d'arrêter en fait de voir la fatalité dans nos comportements. Style, je suis bélier, ascendant cancer, c'est naturel pour moi, je peux pas lutter contre ma nature. Alors, je suis bélier, ascendant cancer, d'accord, donc pour tous les astrologues du coin, n'hésitez pas à me dire les conséquences de mon comportement, et je suis tout à fait... les conséquences sur mon comportement et mon fonctionnement naturel, et je le prendrai pas en mode « ah ouais, c'est comme ça et je peux rien y faire ». Non, je le prendrai justement en mode « ok, ça me permet de mieux comprendre mes réactions, etc. » Pour ceux qui croient bien sûr à ça. Donc, si on part de ce côté-là, je peux pas lutter contre ma nature, donc en gros, c'est comme ça, et puis je peux rien faire et c'est pas autrement. De ce principe-là, on va pas aller bien loin. Et peut-être que vous n'avez rien à faire sur mon podcast. Parce que si on pense de cette manière-là, c'est à l'encontre de ce que j'essaye d'amener, puisque mon objectif, c'est justement de dépasser cette vision fataliste et de nous pousser à tous de reprendre les rênes, de devenir conscients et responsables de nos actions et de nos réactions. Une fois qu'on a régulé notre envie irrépressible de choisir FISA, de passer vite à l'action, voire de passer à autre chose, en fait, ça va pouvoir laisser la place à l'analyse. Et si on va chercher une analyse, l'idée, c'est de poser tous les éléments sur la table, de les classer, de les organiser. Le but, c'est d'obtenir une vision à la fois globale, mais aussi précise de la situation. Alors cette analyse, on va aussi chercher à ce qu'elle soit une analyse neutre. Et pour cela, c'est important de continuer à s'appuyer sur notre sens de la réalité, notre conscience émotionnelle. Et oui, qui dit recherche de neutralité, on doit être conscient de l'influence de nos émotions qui peuvent nous influencer sur notre façon de voir la situation, plus rose qu'elle ne l'est ou plus noire qu'elle ne l'est réellement. Pour en savoir plus sur justement ces deux compétences qui sont donc le sens de la réalité et la conscience émotionnelle, la conscience de nos émotions, ça c'est dans l'épisode juste avant, le 38, voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter si c'est un sujet qui vous parle ou qui vous titille. Donc, pour que cette analyse soit efficace, on fait appel à notre faculté de résolution de problèmes. C'est une capacité à identifier, définir le problème qu'on est en train de vivre et bien sûr à générer puis à mettre en œuvre des solutions efficaces. C'est le principe même de la résolution de problèmes. Et tout ça dans un contexte émotionnel qui n'est absolument pas à négliger. Jamais, jamais, jamais. J'ai fait un petit post d'ailleurs sur les réseaux où je vous mets, je sais plus la phrase exactement que j'ai mis, mais l'idée c'est, ne pas prendre en compte ses émotions, c'est comme ne pas prendre en compte la météo quand on navigue sur la mer. Enfin, pour moi, c'est complètement absurde. Et d'ailleurs, dans l'armée, c'est bien ce qu'on nous a fait comprendre et vivre et mettre en place, etc.
Pour nous aider dans cette analyse, il existe moult modèles et outils. L'idéal, ici, est d'avoir un modèle qui va nous aider à structurer l'analyse et un outil qui va nous aider à explorer tous les points de vue, même ceux qui ne nous sont pas naturels, en fait. Tout ça pour éviter les angles morts. Alors, il en existe plein. Moi, j'aime bien utiliser en modèle le Grow, qui va être un modèle vraiment très complet et qui va permettre en fait de faire une bonne partie de la prise de décision. Et plus en détail, il y a le Score qui est un modèle que j'apprécie énormément utiliser et que je fais utiliser à mes clients pendant les séances. Vous avez aussi en outil, donc là pour justement voir les différents points de vue, vous avez les chapeaux de Bono. Alors celui-là il est extrêmement puissant. Vous avez la stratégie de Disney qu'on va détailler un petit peu plus après dans l'épisode. Voilà. Alors si on passe sur le modèle, donc pour mettre en place l'analyse, on a toujours à peu près la même vision, le même principe. On va d'abord explorer la situation de départ, la situation présente, et on va explorer ensuite l'espace solution, la situation future. Donc, 1. Explorer la situation de départ, la situation présente. Qu'est-ce que ça va nous demander ? Ça va nous demander d'aller explorer d'abord la situation en elle-même. Voici quelques questions auxquelles on peut répondre pour ça. C'est quelle est la situation ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Quels sont les problèmes, les conséquences de cette situation ? Qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Ok ? Alors ça peut être aussi dans les ressources. Donc la situation en elle-même. Et on va aussi aller un peu plus loin en allant explorer les causes de cette situation. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? On peut identifier les causes et surtout essayer de les comprendre. Donc vous avez une première phase. Moi j'aime bien la mettre, je suis très visuelle, donc j'écris beaucoup, soit sur un grand tableau, soit sur des feuilles. Sinon, si j'ai pas de support, je vais le faire dans ma tête, mais je vais mettre la situation de départ souvent à gauche, d'accord ? Avec une petite case situation, donc en haut, et en dessous, la case cause, où je vais lister les causes et bien sûr chercher à comprendre celle-ci. Ok ? Donc situation de départ. Après, on fait le même travail de réflexion sur l'espace solution, la situation future. Et donc, comme je disais, moi, je suis très visuelle, donc souvent, je le mets à droite. Donc, soit une autre feuille, soit sur un grand tableau. Enfin bon, vous faites comme vous avez envie. Là, on va avoir une case. Donc, en fait, ça, c'est le score. Ce que je vous décris là, c'est le modèle score. Donc, l'objectif. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans l'objectif ? Quelle question on va se poser ? Qu'est-ce qu'on veut à la place de la situation présente qu'on a détaillée avant ? Qu'est-ce qu'on veut dans l'idéal ? Qu'est-ce qu'on veut obtenir idéalement ? Quel résultat final on souhaite vraiment avoir ? Alors on n'est pas encore sur la solution, d'accord ? Parce que finalement la solution ça va être quoi ? Ça va être quelque chose de plus précis et on va avoir même un plan d'action pour aller vers le résultat qu'on imagine, d'accord ? Là c'est une façon de... Là, c'est la réflexion autour de « Ok, la situation, elle est comme ça, mais au final, qu'est-ce que j'aimerais à la place ?» D'accord ? Donc ça, c'est l'objectif. Et en dessous, comme l'autre, la situation présente, on avait les causes, là, dans la situation future, on va chercher les effets. Quels sont les bénéfices de ces résultats ? D'accord ? Qu'est-ce que cet objectif apporterait, puisqu'on est dans le futur, si vous voulez le faire au futur. Après, pour ceux qui sont coachs ou qui ont déjà été coachés, vous savez qu'on peut travailler, soit on se projette et on imagine déjà qu'on est dans le futur et on parle au présent, soit on parle au futur, on est dans la situation présente et on regarde le résultat qu'on voudrait avoir, d'accord ? Qu'est-ce qui est vraiment important à ce moment-là dans les effets ? Ok ? Donc vous avez bien deux explorations. La première, c'est plutôt un état des lieux, la situation présente, et la deuxième, c'est la situation future, l'objectif idéal. Ok ? Donc comme je disais, moi je visualise à gauche, à droite, et dans chacune, la situation, la cause pour la situation présente, l'objectif, les effets pour la situation future. Ok ? Et attention, rien n'est fixe, parce qu'au fur et à mesure de la réflexion et de l'analyse, des fois il y a des éléments qui peuvent arriver, et donc on va alimenter, et puis on est peut-être en train d'explorer l'objectif, et puis d'un coup on se dit « Ah ouais, mais attends, hop,
on va identifier une cause de la situation présente tout en réfléchissant, et bien ok, on se la rajoute, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de pouvoir alimenter ça, ajuster, affiner. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire ? Eh bien, c'est de lister les ressources. Et ça, en général, je les mets entre la situation présente et la situation future, et je fais un pont, en fait, entre l'un et l'autre. Et donc, je le mets souvent au-dessus. Donc, les ressources, c'est large. Des ressources internes qui nous sont propres, des ressources externes, comme des ressources matérielles ou des personnes. Ça peut être des compétences, ça peut être des actions déjà en place, ok ? Et bien sûr, il va rester un truc extrêmement important à faire. Prendre du recul. Quand vous écrivez tout ça sur un tableau, sur une feuille, en fait, vous pouvez physiquement prendre du recul par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand on fait, par exemple, en faisant un pas en arrière, et quand on fait ce pas en arrière, on se rend compte que le champ de vision s'agrandit. Je me rappelle que, et encore aujourd'hui, je le fais sur tout type de situation. Je me rappelle en prépa, sur mes copies de maths, par exemple, et vas-y, je gratte, puis à un moment, il faut que je prenne du recul pour mieux comprendre un petit peu où j'en suis, etc. Tac, hop, et en plus en le disant, je le fais, là sur mon bureau, je sens que, je me lève, hop, je me penche un petit peu en arrière, déjà je respire, je me calme, et je peux mieux analyser encore où j'en suis, la situation, etc. Je le faisais aussi sur les préparations de cartes de navigation, parce que c'est des préparations qui peuvent être des fois très tendues, selon la navigation qu'on fait, et il y a beaucoup d'éléments, etc. Des fois, prendre un peu de recul, ça fait du bien, parce que le nez collé sur la carte, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, vous voyez plus grand-chose. Et bien sûr, on fait ça aussi avec le cheval. Sachez qu'il y a un élément que je ne manque jamais d'observer quand vous travaillez avec le cheval pendant une séance d'équicoaching, c'est la distance que vous avez par rapport à lui. La distance entre vous et le cheval est symptomatique de votre faculté à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur la situation. Il y a une notion aussi de contrôle, mais ça va de pair. Donc, plus on est collé au cheval, et moins on voit de choses en fait. Souvent vous êtes collé au niveau de sa tête, et donc des fois je vous dis, ok, vous voyez quoi du cheval ? Si vous bougez pas là, vous voyez quoi du cheval ? Je vois, des fois vous voyez même pas son nez, en fait vous voyez que ses oreilles ou que son épaule, quoi. Et à ce moment-là, je vous fais reculer, je vous dis, ok, maintenant tu vas reculer du cheval, mets-toi par exemple au centre de l'aire de travail. Et je dis, ok, maintenant tu vois quoi ? Et là, souvent vous êtes là, on a l'impression que vous avez réouvert les yeux, et le cheval, vous voyez le cheval en entier. Et le cheval, il s'exprime dans tout son corps. Et c'est génial, parce que vous voyez le cheval, mais vous avez même une vision aussi sur ce qui vous entoure. Votre champ de vision n'est plus du tout le même, vous avez une vision d'ensemble. Et ça, une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a vécu, on arrive à l'implémenter dans notre vie de tous les jours. Et pas que avec le cheval, donc. Ok. Donc devant nous, on a la situation actuelle et ses causes, la situation future et ses effets, et on a également les ressources actuellement à notre disposition. Et c'est super intéressant maintenant de faire passer ces éléments de réflexion, en particulier objectifs et ressources, de les faire passer à travers les filtres des outils, comme donc je disais le chapeau de Bono, la stratégie de Disney. L'idée est de se mettre dans un état d'esprit particulier et ainsi se forcer à réfléchir différemment, à voir les choses sous un angle différent. Si on prend par exemple la stratégie de Disney, l'idée est de se mettre dans la peau, premièrement, d'un rêveur. Après, dans la peau, je vais détailler après, d'un réaliste, puis d'un critique. Donc dans la peau d'un rêveur, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, tout est permis, tout est possible, il n'y a pas de frein, il faut être visionnaire, être créatif, on fait des associations libres, on ne se juge pas, parce que des fois à ce moment-là, on peut se dire, oh là là, mais c'est quoi cette idée de merde ? Mais moi je suis complètement perché, nani, nana. Non, on laisse venir les idées, même les plus farfelues. Ok, d'accord, le rêveur. Après, on se place dans l'état d'esprit d'un réaliste. Hop, en gros, on va prendre toutes les idées, même farfelues qu'on a vues avant, on fait passer ça dans le tamis un peu du monde réel. On va faire un peu de tri, d'accord ? On va voir tout ce qu'on a dit en tant que rêveur, on va le faire passer dans le filtre du réalisme, du réaliste, du réalisable, du pratique, d'accord ? Et après, on va se mettre dans la peau d'un critique. Là, on va pouvoir voir les possibilités restantes et on va les passer au crible du critique dans le fait qu'on va essayer d'aller voir éventuellement les points bloquants, les subtilités, les éventuelles failles
et analyser les conséquences en fait de ces idées-là. Le but, attention, c'est pas d'anéantir toutes les solutions et toutes les idées qui ont été émises par le rêveur, mais c'est plutôt d'anticiper, d'accord, de construire des solutions qui sont fiables. Ok ? Donc, pour ma part, si je vous donne mon exemple personnel là-dedans, je suis très très à l'aise dans le réaliste et le critique. D'ailleurs, je vais avoir un point de vue critique très fort et qui va prendre très rapidement la main dans mes réflexions. Le réaliste aussi. Donc moi, souvent, mon état naturel fait que je le fais à l'envers. Je vais être très critique de suite, après assez réaliste, et beaucoup moins rêveur. Alors ça, c'est pas franchement dans ma nature, d'accord ? Et bien justement, quand j'emploie des outils comme la stratégie de Disney, et ben je m'oblige à aller plus loin dans ma réflexion, à ouvrir le champ des possibles, et ainsi éviter les angles morts. Donc c'est pas que je lutte contre ma nature, mais voilà, je m'oblige quand même à aller voir dans un domaine où je suis moins à l'aise et m'obliger à être un petit peu plus créative. Voilà. Et là, je vous ai donné, j'ai fait l'exemple de la stratégie de Disney. Les chapeaux de Bono sont à mon sens encore plus intéressants parce que je le trouve plus complet. Il y a 6 rôles différents à explorer. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Alors, bien sûr, on m'a déjà dit « Ouais, mais bon, on n'a pas toujours le temps de faire ça. » Oui, c'est vrai. Par exemple, en pleine manœuvre d'accostage d'un bateau militaire, ou bien face à un cheval qui s'emballe, on n'a pas franchement l'impression d'avoir le temps de faire tout ce travail d'analyse détaillée. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire du tout. Au contraire, le faire encore et encore en situation, dite, on va dire, calme, entre guillemets, ça va nous permettre de maîtriser de mieux en mieux le processus, et peu à peu, on sera capable de le dérouler en situation de crise de plus en plus rapidement, de plus en plus efficacement, et en fait, même de façon inconsciente. Dites-vous que normalement, ça se fait déjà de façon inconsciente. Mais là, vous allez en plus donner la matière, la réflexion, vous aurez habitué votre cerveau à réfléchir de cette manière-là, et quand la situation de crise arrivera, il va aller se raccrocher à ce qu'il connaît et à ce qu'il sait faire, et vous l'aurez habitué donc à dérouler ça. Donc oui, on se plante, oui, c'est pas parfait, mais au moins on le fait. Dans la formation d'officier qu'on a dans la marine, les mises en situation sont parfois, je vais dire lente, encore entre guillemets, plutôt calme. Pourquoi ? Pour nous permettre d'appréhender le problème, la situation, et donc tout le processus, d'accord ? Et parfois, franchement, on avait l'impression d'être brassé, d'avoir à peine le temps de comprendre ce qui nous arrivait. Franchement, on sort de là, on est lessivé. Et vous savez quoi ? Une fois que j'ai été à poste, que j'ai pris mes fonctions officielles, en fait, c'était la même. C'était la même, mais à force de répéter, de vivre, de faire, de vivre ces expériences, qu'elles soient en exercice ou en situation réelle, en fait, on apprend toujours, on progresse toujours, et on arrive à gérer des situations réellement tendues. Ça m'est déjà arrivé de sortir d'un quart de navigation ou aviation, d'une manœuvre, d'un exercice sécu même, et de me dire « Oh vache, putain, on a réussi à gérer ça. Putain, on a pris la bonne décision, quoi. » Je vous cache pas que des fois on merde aussi, d'accord, ça arrive bien évidemment. Mais heureusement, on s'entraîne, c'est pour ça qu'on s'entraîne autant, c'est pour ça. Enfin franchement, on passe nos journées sur les bateaux à nous entraîner. Pour que le jour où on n'est plus en entraînement, en situation réelle et que la situation elle est tendue, que ça devienne un peu plus des réflexes et qu'on arrive à le faire dans des temps très courts. Ok. Et d'ailleurs, je dis « on », ou si vous écoutez bien les phrases précédentes, j'ai dit « on » et pas « je », parce que, évidemment, on travaille en équipe. Et l'intelligence collective joue un rôle vraiment crucial à bord des bateaux militaires, et même si, on le sait bien, la décision finale sera prise et assumée par le chef. Tiens, je vais justement finir cet épisode en évoquant la plus-value de l'intelligence collective. Quand on est dans une équipe, qu'on travaille en équipe, en fait, on a généralement plein de personnalités différentes, de parcours et d'expériences différentes. Un parcours différent et une expérience différente. Donc, en fait, par exemple, les outils se déroulent assez naturellement. Donc, si on va explorer la situation via un modèle score ou gros, avec l'équipe,
on a une source déjà naturelle de visions différentes, de complémentarité d'avis, etc. Et si en plus, on s'oblige en équipe à incarner des rôles spécifiques à travers les outils dont je vous ai parlé, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? On va parfaire notre vision du problème, on va élargir chaque point de vue individuel, donc au final on va augmenter le point de vue de l'équipe aussi, et on va augmenter la compréhension des visions des uns et des autres, puisque je vous disais par exemple, moi je suis beaucoup plus dans la vision critique et la vision réaliste, alors que d'autres seront plutôt très naturellement dans la vision rêveur. Et se forcer à passer dans ces états-là, ça nous permet de mieux comprendre aussi l'autre. Donc c'est génial. Enfin voilà, moi j'adore tout ça. Bon, après il faut savoir gérer un collectif, ça c'est un autre, savoir gérer une équipe, c'est un autre sujet. Après, vous pouvez me dire, ouais mais moi attends, hello t'es mignonne, mais je travaille seule en fait. Alors des fois j'ai envie de demander l'avis d'un proche, d'un partenaire professionnel, mais franchement je crains d'être influencée quoi. Ok, alors aller chercher l'avis de quelqu'un peut vraiment être aussi super intéressant, pour nous aider à voir la situation avec un autre regard, nous aider à faire un peu ce pas de côté, avoir une autre vision, en tout cas que la nôtre, qui peut être des fois un peu, on pense qu'on ne voit pas tout, et c'est naturel, en être conscient est déjà un très grand pas. Donc si on a peur d'être influencé, parce que c'est ça en fait le sujet là, c'est important de travailler sur ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle. Et ça passe par le fait d'être conscient de nos ressentis, d'accord, de bien faire la part des choses entre les nôtres et ceux de notre interlocuteur, et de savoir se raccrocher à ce qui est important pour nous. Ça nous aide à faire la part des choses. Et puis parfois, attention, l'autre n'a pas tort. Il peut être de très bons conseils, il peut aussi dire des choses qui peuvent nous aider à prendre conscience d'un élément qu'on aurait peut-être mis un peu de côté ou pas pris en compte, enfin voilà. Donc là, on est sur ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle, et ça c'est très important à travailler aussi, et ça se travaille très bien. Alors, est-ce qu'on résumerait pas un petit peu cette phase d'analyse en quelques mots ? Analyse neutre, prise de recul, du calme. Le premier mot, ça pourrait être du calme d'ailleurs, au lieu de la réactivité plus, du calme, analyse neutre, prise de recul, recherche active de solutions, ouvrir le champ des possibles pour ensuite limiter à quelque chose de réaliste et réalisable, et pas l'inverse. Voilà, vous avez maintenant entre les mains une nouvelle clé essentielle de la prise de décision. Comme toujours, ce n'est pas une méthode magique, c'est de la pratique, c'est du test and learn. Et si ça vous parle, testez tout ça. Si c'est que certains éléments qui font plus tilt que d'autres, testez juste ça. Parfois, c'est juste une idée, une phrase que vous allez entendre qui va peut-être vous inspirer, et à ce moment-là, ça peut vous faire avancer. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Et si en écoutant cet épisode, aujourd'hui, vous vous dites « Ok, j'ai vraiment envie d'aller plus loin, j'ai envie de mieux connaître, connaître comment je fonctionne dans mes décisions, mes relations, mes émotions, mes impulsions », j'ai une piste ultra concrète pour vous qui est le bilan leadership. C'est une exploration concrète et pragmatique de votre fonctionnement pour justement mieux vous connaître, clarifier vos forces, vos zones de progrès et obtenir une vraie cartographie de votre leadership en lien direct avec, donc, comme je l'avais dit en tout début d'épisode, intelligence émotionnelle, relationnelle, stratégique. C'est un mois, on se donne un mois qui mêle diagnostic EQI, accompagnement et Equi-coaching. Voilà, moi je sais que j'aurais rêvé avoir ce bilan-là au début de ma carrière et en cours de carrière. C'est aussi bientôt Noël, alors si vous voulez vivre ou faire vivre à un proche une expérience hors norme, écoutez, pensez à la séance d'Equi-coaching, hop, une petite carte cadeau sous le sapin, simple, efficace et complètement originale. Voilà. Allez, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous écoutez cet épisode, et de vous dire à très vite pour la suite de cette thématique de la prise de décision. Et déjà plein d'autres idées de sujets pour plus tard. Allez, ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast.
De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.